Mon nom est Célia Dubois, et pendant 25 ans, j'ai été l'ombre silencieuse de la famille la plus bruyante et la plus en vue de Bordeaux. Imaginez une ville où le nom Dubois est synonyme de perfection viticole et de tradition intouchable. Nous possédons le château Dubois, un domaine qui produit un Saint-Émilion Grand Cru classé dont la réputation traverse le monde. Mon père, Étienne Dubois, est l'œnologue de génie, un homme dont l'approbation est plus rare qu'une bouteille d'avant-guerre. Ma mère, Isabelle, est la reine des salons bordelais, une figure d'élégance froide qui organise des galas de charité sans jamais vraiment se salir les mains. Et puis il y a mon frère, Alexandre, le fils prodigue, le successeur désigné, l'héritier qui a décroché son diplôme de commerce avec mention. Pour lui, le tapis rouge était déroulé. Pour moi, c'était le paillasson. J'étais la fille de l'ombre, celle qui aimait s'enfermer dans l'immense bibliothèque du château pour dévorer des livres d'histoire et de langues anciennes, un domaine jugé sans avenir pour une Dubois. J'ai toujours senti que ma passion pour la philologie, l'étude des textes anciens et des langues mortes, était une déception permanente. Mon père me voyait comme une rêveuse, ma mère comme un problème d'image. Mes parents finançaient mes études à l'université de Bordeaux uniquement parce que l'idée d'une Dubois sans diplôme était une tache sur leur blason social. Mais c'était un soutien minimaliste, presque inexistant. Le jour où j'ai décroché mon master en civilisation et langues antiques, une thèse brillante sur l'influence du latin médiéval sur les dialectes occitans, je n'ai pas eu droit à un toast, mais à un soupir de soulagement. J'avais fait ma part du contrat familial. Obtenir un diplôme, peu importe lequel. Mais le jour de la cérémonie, le 15 juin, resterait gravé comme l'ultime humiliation. J'avais envoyé les invitations 3 semaines à l'avance. Le château Dubois était habitué à organiser des réceptions pour des centaines de personnes. Il aurait été simple de trouver quelques heures pour leur propre fille. Mais à 14 heures, j'étais assise seule sur les bancs de l'amphithéâtre, mon nom appelé par le doyen, les mains vides de l'affection familiale. Mon frère Alexandre m'avait envoyé un message laconique. Sraï, réunion dégustation imprévue avec un acheteur de Hong Kong. Gros enjeu. Bonne chance. Bisous. Ma mère avait simplement dit qu'elle avait un rendez-vous chez son coiffeur attitré à Paris, impossible à décaler, car elle devait être impeccable pour le gala de la semaine suivante. Et mon père? J'ai reçu un email standard de son assistante, copié-collé d'un message précédent, souhaitant un succès modéré à l'événement. Leur place était un vide. La seule personne présente était ma vieille professeure de latin, Madame Fournier, qui, avec une douceur infinie, a essuyé mes larmes et m'a dit « Célia, l'histoire ne se souvient pas des suiveurs, mais de ceux qui tracent leur propre chemin. Votre diplôme est un trésor que seul vous pouvez vraiment apprécier. » C'était le point de rupture. Ce soir-là, en rentrant seule dans mon petit appartement étudiant, le diplôme sur la table, la décision était prise. L'humiliation n'était plus une douleur, mais le carburant d'une transformation totale. J'ai senti la colère monter, ce mélange corrosif d'injustice et d'un désir farouche de leur prouver qu'ils avaient non seulement échoué en tant que parents, mais qu'ils avaient jeté une pépite qu'ils auraient dû polir. L'étape suivante a été la plus radicale, le changement de nom. J'ai utilisé mon nom de jeune fille, Célia, et j'ai choisi un nouveau nom de famille, Valois. Un nom qui résonnait avec l'histoire française, noble, mais sans attache immédiate avec la viticulture bordelaise. J'ai coupé les ponts. Pas de grand drame, juste un silence total. J'ai mis en vente tous les cadeaux de marque que mes parents m'avaient offerts au fil des ans. Des sacs Hermès, des bijoux Cartier, et j'ai utilisé cet argent comme capital de départ. Mon nouveau plan n'était pas la vengeance au sens classique, mais une vengeance par l'absence, par le succès créé dans un domaine qu'il méprisait. J'allais devenir quelqu'un d'important, non pas grâce au château Dubois, mais malgré lui. Si cette histoire de trahison familiale et de renaissance personnelle résonne avec vous, prenez une seconde pour cliquer sur « J'aime » et vous abonner. Votre soutien est la preuve que nous choisissons qui nous sommes, pas d'où nous venons. Mon premier pas fut de m'envoler pour Lyon, loin de Bordeaux, loin de l'odeur du mou de raisin. Je n'ai laissé qu'une brève note à l'assistante de mon père, une simple phrase. Je ne serai plus disponible pour la saison des vendanges. Un geste minimaliste pour une rupture maximale. À Lyon, je suis devenue Célia Valois.
J'ai loué une petite chambre dans le quartier de la Croix-Rousse et j'ai commencé à travailler dans une minuscule librairie spécialisée en histoire, la librairie du Vieux Lyon. C'était un travail modeste, mais qui me rapprochait de ma véritable passion. J'ai passé mes soirées et mes nuits à faire ce que mes parents considéraient comme une perte de temps. Traduire, annoter et numériser des manuscrits anciens pour des universités et des musées. J'ai découvert une niche, la paléographie numérique. Grâce à mes compétences en langues anciennes et ma capacité à structurer des données complexes, j'ai commencé à créer des bases de données interactives pour chercheurs. Mon premier gros contrat est arrivé d'un institut de recherche en Allemagne qui cherchait à cataloguer des milliers de parchemins du XIIe siècle. J'ai construit un algorithme qui croisait les styles d'écriture, les encres et les filigranes, réduisant des années de travail manuel à quelques mois. Mon travail n'avait rien à voir avec le vin ou le commerce, mais il était rigoureux, essentiel, et d'une complexité intellectuelle que mon père n'aurait jamais comprise. C'est là que j'ai rencontré Hugo Mercier, un professeur d'informatique à l'École normale supérieure de Lyon, qui est devenu mon mentor. Hugo était un homme d'une 50aine d'années, avec des lunettes rondes et l'esprit vif d'un joueur d'échecs. Il a immédiatement vu le potentiel de mes compétences et m'a encouragé à transformer mon travail en une entreprise. « Célia », m'a-t-il dit un jour, en regardant mon écran rempli de codes et de latin, « vous n'êtes pas une rêveuse. Vous êtes une architecte de l'information. Le monde universitaire a besoin de la précision des Dubois, mais vous l'appliquez à la connaissance, pas au profit brut. » 2 ans se sont écoulés. Célia Valois est devenue la fondatrice de Scripta Nova, une start-up de paléographie numérique avec des contrats en Europe et aux États-Unis. Mon entreprise est discrète, mais indispensable dans son milieu. J'ai développé des partenariats avec la Bibliothèque nationale de France et le British Museum pour numériser et rendre accessibles au public des collections entières de documents. Je gagnais bien ma vie, avec une satisfaction que l'argent du vin n'aurait jamais pu acheter. Mon succès était silencieux, un murmure dans le monde des savants, mais qui résonnait comme un cri dans mon cœur. Pendant ce temps, à Bordeaux, la vie des Dubois continuait, mais les rumeurs commençaient à circuler. Le château Dubois était en difficulté. Mon père avait trop investi dans une expansion hasardeuse en Chine, et Alexandre avait fait plusieurs erreurs de gestion catastrophiques, notamment en stockant une récolte majeure dans des conditions inappropriées, ce qui avait dégradé la qualité de plusieurs milliers de bouteilles. Leur image de perfection commençait à se fissurer. J'apprenais les nouvelles par des articles de presse spécialisés que je trouvais par hasard, ou via un ancien contact que je n'avais pas bloqué, qui se faisait un plaisir de me donner les ragots. Le jour où un critique de vin influent a qualifié leur dernier millésime de médiocre et arrogant, j'ai senti une étrange satisfaction. Ce n'était pas la joie de la misère, mais la confirmation que l'excellence de la famille n'était qu'une façade fragile, maintenue par le nom, pas par la substance. J'avais besoin de rester concentré sur mon propre chemin. Mon entreprise était mon sanctuaire. Mais le destin, ou peut-être une ironie cosmique, est intervenu. Un événement m'a forcé à revenir au cœur de l'arrogance familiale. Et cette fois, ce n'est pas en tant que Célia Dubois, l'ombre, que je suis revenue, mais en tant que Célia Valois, l'experte incontournable. Le point de bascule est arrivé avec l'affaire du trésor de Montaigne. La famille Dubois était sur le point de vendre une parcelle de terrain adjacente au château à un grand conglomérat de spiritueux. Cependant, une condition légale exigeait que le terrain soit exempt de tout patrimoine historique caché. Quelques semaines avant la signature, des ouvriers ont découvert les ruines d'une ancienne ferme, et plus important encore, une caisse en pierre contenant des centaines de lettres scellées et des carnets. Les experts du patrimoine se sont immédiatement emballés. Il s'agissait potentiellement d'écrits inédits de l'écrivain et philosophe français Michel de Montaigne, dont le château était à proximité. Une découverte qui pourrait valoir des millions d'euros en droits d'auteur et en valeur historique. Mais le problème était complexe. Les documents étaient dans un état de décomposition avancé, écrits dans un vieux français truffé de latin médiéval et de notes cryptiques. Le conglomérat a exigé une authentification et une numérisation complète pour s'assurer de la valeur réelle avant d'acheter le terrain, menaçant de rompre l'accord si le délai n'était pas respecté.
C'était la dernière chance de mon père de sauver l'honneur financier du château du Bois. Mon père, dans sa panique, a contacté l'université de Bordeaux, qui à son tour a désigné l'institut de recherche allemand avec qui je travaillais. Le nom de la seule personne capable d'authentifier, traduire et numériser ces documents dans le délai imparti est remonté. Célia Valois, la fondatrice de Scriptanova, l'experte reconnue en paléographie numérique et philologie médiévale. Il ignorait totalement que Célia Valois et Célia Dubois étaient la même personne. J'ai reçu l'appel d'un avocat du conglomérat, m'expliquant la situation avec un luxe de détails. Il m'a proposé un contrat astronomique, avec une clause de confidentialité absolue, pour venir au château du Bois et travailler sur les documents. C'était un coup de chance, ou le destin. Mon père avait besoin de l'expertise de sa fille reniée pour sauver son héritage. J'ai accepté l'offre. J'ai vu l'opportunité non pas de détruire, mais d'orchestrer une confrontation nécessaire et de mettre en lumière l'hypocrisie de la famille. Mon retour à Bordeaux était imminent. Le jour de mon arrivée, j'ai exigé des conditions dignes d'une experte internationale, un studio sécurisé, un accès illimité aux documents, et surtout, aucun contact direct avec les propriétaires du château du Bois, citant des exigences de neutralité professionnelle. Mon père a accepté toutes mes conditions sans broncher, tellement il était désespéré. Lorsque je suis entrée dans la salle de réception du château, transformée en laboratoire de numérisation, j'ai vu mon père et ma mère de loin, à travers une vitre. Ils étaient méconnaissables, les traits tirés par le stress financier et social. Ils regardaient l'experte de loin avec un mélange de révérence et d'anxiété, ne reconnaissant pas leur propre fille. J'avais coupé mes longs cheveux, adopté un style professionnel strict, et surtout, j'avais la posture d'une femme qui avait construit son propre empire. J'ai passé 2 semaines à travailler sur les documents. C'était un travail passionnant, la quintessence de ma passion. Les lettres n'étaient pas de Montaigne, mais de sa nièce, une femme érudite dont l'histoire avait été effacée. L'importance historique était immense, non pas pour la valeur littéraire, mais pour le trésor social et féministe qu'elle représentait. J'ai décrypté le tout, préparé les rapports, et le jour de la présentation finale, j'ai exigé que seuls les avocats, les représentants du conglomérat et les propriétaires du château du Bois soient présents. La confrontation était enfin arrivée. Le jour de la réunion, la tension était palpable dans le salon Louis XV du château. J'étais assise à la grande table, mon rapport impeccablement relié devant moi. Mon père, Étienne, était pâle. Ma mère, Isabelle, s'accrochait à son bras, les yeux remplis d'une anxiété qu'il n'aurait jamais permise en public. Alexandre était absent, apparemment occupé par une autre de ces réunions cruciales. L'avocat du conglomérat a pris la parole, m'introduisant comme la paléographe de renommée mondiale, Célia Valois. En entendant ce nom, mon père a eu un imperceptible tressaillement, mais n'a fait aucune connexion. J'ai commencé ma présentation. Ma voix était calme, professionnelle, mais chaque mot était une flèche. J'ai expliqué la méthodologie, l'authentification, le décryptage. J'ai révélé que les documents n'étaient pas de Montaigne, mais d'une femme, Héloïse de la Tour, sa nièce, qui tenait un journal secret détaillant non seulement les événements sociaux du XVIe siècle, mais aussi une méthode révolutionnaire de viticulture que Montaigne n'avait pas osé publier, craignant les superstitions de l'époque. La valeur du terrain n'était pas seulement historique, elle était agronomique. La technique d'Héloïse, une méthode de travail du sol et de taille qui augmentait la longévité des vignes, était une mine d'or pour un domaine comme Dubois. Le conglomérat a immédiatement augmenté son offre, non seulement pour le terrain, mais pour un partenariat basé sur l'application de cette méthode. Le château du Bois était sauvé, non par un grand cru classé, mais par une femme érudite du XVIe siècle et une autre du XXIe. C'est là que j'ai mis en œuvre ma stratégie finale, ma vengeance par la vérité. Juste après la signature préliminaire du contrat, j'ai rangé mes affaires. Mon père s'est approché de moi avec un sourire contraint. « Mademoiselle Valois », a-t-il dit, la voix brisée par l'émotion. « Vous avez sauvé notre héritage, notre nom. Nous vous sommes redevables. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, une bouteille de notre meilleur millésime, une recommandation... » Il s'est interrompu, cherchant ses mots. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Le regard était soutenu, sans aucune haine,
mais avec une tristesse profonde. « Monsieur Dubois » ai-je répondu, ma voix ne tremblant pas. « Ce n'est pas la première fois que je sauve quelque chose ici, mais c'est la première fois qu'on me paye pour ça. Le 15 juin, il y a 2 ans, je n'avais pas besoin de votre vin ou de vos recommandations. J'avais besoin de vous. J'avais besoin que mes parents soient présents à ma remise de diplôme. Vous étiez absent. » Un silence de mort a rempli la pièce. Ma mère a lâché son bras et s'est couverte la bouche. Mon père a reculé d'un pas, ses yeux s'écarquillant. « Célia ?»« Je ne suis plus Célia Dubois, » ai-je dit, brandissant ma carte de visite. « Je suis Célia Valois. Le diplôme que vous avez jugé inutile est la seule raison pour laquelle votre château existe encore aujourd'hui. Mon travail, celui que vous avez dédaigné, a sauvé le travail de votre vie. C'est l'ironie la plus amère. » J'ai pris ma mallette et me suis dirigée vers la porte, laissant mes parents figés, le choc et la honte gravés sur leurs visages. Je n'ai pas eu besoin de crier. Ma simple présence, et la preuve de mon succès, était la seule vengeance dont j'avais besoin. C'était la fin de Célia Dubois et le triomphe de Célia Valois. J'ai quitté Bordeaux pour de bon, retournant à Lyon, à ma vie, à Hugo et à Scripta Nova. J'avais prouvé mon point, mais mon cœur, bizarrement, n'était pas rempli de la joie de la victoire, mais d'un vide mélancolique. J'avais réussi ma vengeance, mais elle m'avait laissé avec la certitude que je n'aurais jamais la famille que je désirais. Quelques mois plus tard, la surprise. Non pas un email d'excuses, mais une lettre manuscrite, écrite avec l'écriture élégante de ma mère, Isabelle. La lettre ne parlait pas de moi, mais de l'impact des écrits d'Héloïse de la Tour. Elle expliquait à quel point l'histoire de cette femme du XVIe siècle l'avait touchée, une femme mise de côté pour son érudition, tout comme j'avais été mise de côté pour la mienne. « Célia », écrivait-elle, utilisant mon nom pour la première fois, sans aucune attache au nom Dubois, je ne savais pas ce que la solitude signifiait vraiment, jusqu'à ce que je lise le journal d'Héloïse. Elle a choisi les livres au lieu des salons, et l'histoire l'a vengée. Toi aussi. Ton père et moi sommes tellement pris dans cette image de perfection que nous avons oublié l'essentiel. L'héritage n'est pas le vin, mais les gens. Tu as prouvé ta valeur d'une manière que nous ne méritions pas de voir. Je ne te demande pas de revenir, mais je te demande de savoir que j'ai commencé à lire. J'ai commencé par Homère, dans ta vieille édition annotée. Nous avons aussi créé une fondation pour les femmes œnologues, et nous l'avons nommée en l'honneur d'Héloïse. Nous ne cherchons pas à effacer le passé, mais à changer l'avenir. La lettre s'est terminée sans demande, juste une affirmation. Tu es libre, Célia. Tu as toujours été. J'ai pleuré en lisant ces mots. C'était le pardon que j'avais refusé de donner, le pardon que je recevais, inconditionnel et sincère. Ce n'était pas la fin heureuse hollywoodienne, mais une ouverture fragile vers une nouvelle relation, basée sur le respect mutuel plutôt que sur l'obligation. J'ai décidé de répondre. J'ai écrit une courte lettre expliquant que j'étais fière de leur fondation et que si un jour ils passaient par Lyon, la porte de Célia Valois serait ouverte. Je ne suis pas retournée au château du Bois, mais la distance n'était plus une barrière, elle était un pont. 1 an après l'affaire du trésor de Montaigne, j'ai visité Paris pour une conférence sur la numérisation des archives. J'ai décidé de prendre une journée pour moi. En me promenant au Louvre, dans le département des Antiquités, j'ai vu un homme d'âge mûr, élégamment vêtu, seul, les yeux rivés sur un sarcophage égyptien. Il était visiblement perdu dans ses pensées. C'était mon père, Étienne. Il ne m'a pas vu. Je l'ai observé un instant, ce grand homme d'affaires, réduit à un simple visiteur d'un musée, loin de ses vignobles. Au lieu de l'éviter, ou de me révéler, j'ai fait quelque chose de complètement inattendu. Je me suis approchée du sarcophage, et j'ai commencé à lire les hiéroglyphes à voix basse, traduisant les inscriptions funéraires du pharaon. Mon père a tourné la tête, surpris. Il m'a regardé, le regard de l'homme qui observe une experte. « Mademoiselle, vous lisez cela ?» m'a-t-il demandé. « Oui, » ai-je répondu, sans le regarder dans les yeux. « C'est une supplique. Le pharaon demande l'éternité, mais il promet en échange de se souvenir de ses ancêtres
de ne jamais effacer leur nom. C'est une prière pour l'héritage, non pas matériel, mais mémoriel. Mon père est resté silencieux. « Célia », a-t-il dit finalement, sa voix à peine audible. « Je sais que c'est vous. J'ai reconnu votre passion. C'est la même qui vous faisait veiller tard dans la bibliothèque du château. » Il a souri, un sourire triste. J'ai passé toute ma vie à essayer de ne pas effacer le nom de mes pères du monde du vin. J'ai oublié que mon vrai héritage, celui que je devais me souvenir de ne pas effacer, c'était vous. Il n'y a pas eu d'excuses formelles, pas de larmes. Juste cette reconnaissance honnête et nue. Ce jour-là, au Louvre, nous n'avons pas parlé de l'oubli de ma remise de diplôme, ni de l'argent. Nous avons parlé d'Héloïse de la Tour, de la littérature classique et de la complexité des hiéroglyphes. Il m'a raconté comment, après ma dernière visite, il avait lu des poèmes en latin qu'il n'avait plus touchés depuis l'université, et comment il s'était senti plus proche de moi. Il ne me demandait rien, il partageait. J'ai vu en lui non pas le patriarche arrogant, mais un homme qui avait redécouvert le monde grâce aux yeux de sa fille. Quand il a dû partir, il m'a donné une petite bouteille de son meilleur vin, mais pas le Saint-Émilion Grand Cru. C'était un vin qu'il avait créé dans une petite parcelle expérimentale, en utilisant la méthode d'Héloïse de la Tour, une cuvée qu'il appelait désormais la Nouvelle Lettre. Il est imparfait, a-t-il dit, mais il est honnête. Nous nous sommes serrés la main. Un geste formel, mais qui contenait tout le poids de l'histoire. Il a dit « Continuez, Célia Valois. Vous êtes la meilleure des Dubois, mais vous n'avez pas besoin de notre nom pour le prouver. » Ce fut notre adieu. Je suis retournée à Lyon, le cœur léger. Je n'ai jamais changé mon nom pour reprendre le leur, et je n'ai jamais réintégré le cercle familial. Mais ma vengeance, le fait d'utiliser l'excellence que j'ai construite loin d'eux pour les sauver et les changer, a abouti à une forme de lien familial authentique, basé sur l'admiration et le respect mutuel. J'ai choisi de créer mon propre héritage. Aujourd'hui, Scriptanova est l'une des entreprises les plus respectées dans le domaine de la préservation numérique. Je suis Célia Valois, l'experte, et non Célia Dubois, la fille d'eux. J'ai mon propre appartement à Lyon, avec une immense bibliothèque et une vue imprenable sur les toits de la ville. Le château Dubois est stable, géré avec plus d'humilité et d'attention à l'histoire. La fondation Héloïse de la Tour est florissante. La Nouvelle Lettre est un vin vendu en édition limitée, et chaque année, mon père m'envoie la première caisse. Je lui envoie en retour la première édition reliée de mes projets de numérisation. Nous avons trouvé un moyen d'être une famille où la connexion est faite par le respect de l'érudition et le succès construit individuellement. Je continue d'enseigner dans le domaine de la philologie, de courir mon entreprise et de faire de la recherche. Ma vie est simple, mais elle est mienne, remplie de l'écho des voix anciennes et de la satisfaction d'un travail bien fait. La plus grande leçon que j'ai apprise n'est pas que le succès est la meilleure vengeance, mais que le succès construit dans la dignité et l'authenticité est le meilleur catalyseur pour le changement. J'ai eu l'occasion de détruire, mais j'ai choisi de créer un chemin vers la dignité pour moi-même et par extension, pour les autres. Ceci est mon histoire. La vengeance qui s'est transformée en un lien véritable. J'aimerais savoir, si vous aviez la chance de prouver votre valeur à ceux qui vous ont sous-estimé, choisiriez-vous la destruction ou la construction? Comme je l'ai fait, laissez-moi vos pensées dans les commentaires et partagez cette histoire avec quelqu'un qui a besoin d'entendre que l'on peut se réinventer loin de son passé. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne manquer aucune autre histoire de réinvention et de courage.